Les grandes puissances auront toujours un certain pouvoir en perturbant le commerce international. C'est quelque chose que les Allemands ont toujours appris à leurs dépens. Vers la fin de chaque guerre, les Britanniques arrivaient, imposaient un blocus sur leurs ports, et ils pouvaient littéralement mourir de faim. Mais aussi, il y a 22 ans, lors de la Révolution des Roses, la Révolution orange en Ukraine, soutenue par l'OTAN en 2004. Ce qui inquiétait les Russes, c'était que la grande majorité du gaz russe à destination de l'Europe passait par l'Ukraine. Ce qui voulait dire que si les États-Unis et leurs partenaires parvenaient en quelque sorte à prendre le contrôle de l'Ukraine, ils pourraient alors unir les pays consommateurs d'énergie et les États de transit contre le fournisseur d'énergie, c'est-à-dire la Russie. Mais maintenant, bien sûr, vous voyez, quand on regarde les corridors terrestres nécessaires à la stabilité, les Russes se tournent vers la Chine. Je veux dire, il y a cette immense frontière et aucun pays entre les deux. Oui, il y a la Mongolie sur le côté, mais on peut la contourner. Et puis ce n'est pas facile de s'emparer de la Mongolie de toute façon. Mais au fond, je pense que c'est une partie du calcul qui rapproche aujourd'hui la Chine et la Russie. Ils peuvent se tenir dos à dos. Il n'y a aucun moyen de perturber ce partenariat. Et franchement, je pense qu'une grande partie de ce que nous avons fait va clairement à l'encontre de nos propres intérêts. Si on regarde le livre de Branko Milanovic d'un point de vue global, je dirais que quand on observe les cartes qu'il présente dans cet ouvrage et d'autres cartes qui sont maintenant disponibles, enfin quelqu'un a redécouvert les chemins de fer et s'est mis à faire des cartes, on voit, je crois, un système presque autonome et clairement avec assez d'argent et assez de ressources énergétiques pour l'être vraiment. Et s'il le voulait, ce n'est pas le cas pour l'instant. La Chine en particulier ne veut pas dire au revoir à l'Amérique du Sud, avec qui elle réalise, je crois, environ 60% de ses échanges économiques aujourd'hui. Mais s'il le voulait, il pourrait très bien dire, bon, on trace une ligne au milieu de l'Atlantique, en passant par le couloir Juc, tout droit jusqu'à l'Antarctique, et on dit, allez-vous-en, nous on va vivre de ce côté-là. Parce qu'ils ont, 60 à 65% de la population mondiale, à peu près la même part du PIB mondial. Et la plupart de cette richesse est produite et pourrait même être entièrement produite dans leur zone. Leur zone est immense quand on y regarde de près. Oui, je suis d'accord. Cette ligne de chemin de fer qui arrive en Iran, celle qui va directement jusqu'à Téhéran, je regarde la carte, je l'ai dépliée devant moi, il faut une pièce d'environ 6 mètres sur 9 pour l'étaler complètement. Et même là, elle n'a pas le niveau de détail que j'aimerais. Mais je regarde ça et je me dis, bon sang, regardez toutes les capitales que cette ligne de chemin de fer relie. Et écoutez un peu l'histoire de ces capitales. Elles débordent d'histoire. Et maintenant, elles revivent. Elles sont de retour. Dans bien des cas, elles ont des hôtels, par exemple, et Frankopan le souligne puisqu'il y est allé récemment, des hôtels qui rivalisent avec tout ce qu'on trouve à Paris, à Berlin, à New York, à Los Angeles ou à San Francisco. Ils rivalisent et même dépassent ces villes, à la fois par le luxe et par le prix d'une chambre. Et pourtant, il y a du monde. C'est plein à craquer. C'est la nouvelle route de la soie. C'est le nouveau monde en train de naître. Eh bien, c'est ça, l'idée plus large. Vous savez, le long de ces grands axes de transport, c'est là que les civilisations se sont développées, que le pouvoir s'est concentré. Et puis, bien sûr, quand l'ancienne route de la soie a été interrompue, c'est là qu'ont émergé les puissances maritimes occidentales, il y a environ 5 siècles, en reliant le monde. Et c'est de là, évidemment, qu'est née notre domination pendant 500 ans. Eh bien, je parle ici au nom de l'Occident politique.
Et ils ont aussi mis en place la structure économique, au moins pour moitié, qui a permis de sauver les possessions britanniques. Mais ils l'ont perdue. C'était la traite des esclaves. Oui, mais maintenant, avec la reconnexion ou la relance de l'ancienne route de la soie, non seulement à travers les corridors physiques, comme les chemins de fer et les ports, mais aussi avec la route de la soie numérique, on parle d'un ensemble qui relie la coopération industrielle, les pôles technologiques, le commerce via les banques, les systèmes de paiement et les monnaies nationales. C'est vraiment, enfin, tout ça c'est pour s'amuser pour les roupies. Oui. La monnaie indienne et la monnaie russe, c'est quoi déjà? Je viens de l'oublier. Des roubles? Des roubles. Oui, des roubles, des roupies et des yuan. Souvenez-vous, gardez tout avec un R. Faites-en une allitération. Roupies, roubles et renminbi. Bon, laissez-moi poser une dernière question avant d'oublier, parce que la riposte iranienne et le fait de ne pas céder les eaux aux États-Unis, ce qui est un développement majeur, on peut le dire. Est-ce que, selon vous, les Iraniens sont aujourd'hui plus prêts à attaquer directement des navires américains? Parce que jusqu'à présent, on a l'impression qu'ils visent surtout Israël et les États du Golfe. Vous voyez un changement à ce niveau-là? Oui. Je pense que c'est intelligent. Oui, vraiment, c'est intelligent. On a encore la capacité d'infliger beaucoup de dégâts, militairement parlant, à l'Iran, simplement avec des bombes classiques, même si elles sont basiques, tant qu'on leur ajoute un kit JDAM ou autre, pour les rendre précises. Et l'Iran n'a pas besoin de subir ça si elle peut l'éviter. Alors pourquoi le faire? Si elle y est obligée, je pense qu'elle le fera. Vous savez, j'ai vu des vidéos, que je crois authentiques, montrant des frappes sur l'Abraham Lincoln, sur des destroyers et des croiseurs. Ce ne sont pas des frappes qui les coulent, mais elles touchent le CIC, le Centre d'information de combat, et certaines ont atteint des zones cruciales de certains navires. Regardez ce que fait le CENTCOM. Ils ne disent rien de tout ça au peuple américain. On n'entend parler d'aucune victime. Aucune victime humaine en tout cas. Peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais j'en doute très sérieusement. Et ils n'ont pas utilisé leurs missiles les plus puissants. C'est presque comme s'ils disaient « Regardez ce qu'on peut faire si on le veut. On peut vous frapper. On peut percer vos impressionnantes défenses, qu'elles soient de surface, sous-marines ou aériennes. Et on peut vous atteindre. » S'ils tiraient un de ces missiles à hyper vitesse, ou plutôt plusieurs, je pense que ce serait plusieurs, sur une cible majeure comme un porte-avions, ils pourraient le couler. Ce serait une toute nouvelle dimension dans ce conflit, je pense. Parce que Trump, à ce moment-là, pourrait se tourner vers les Américains et dire « Vous voyez, il y a 5000 Américains morts. » Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passerait. Je ne peux pas vraiment le prévoir. Je ne sais pas si les Américains seraient horrifiés et exigeraient qu'ils sortent de cette guerre stupide, ou si, au contraire, ça les mettrait en colère. Les partisans de MAGA, eux, sûrement, et qui demanderaient qu'ils larguent une arme nucléaire sur l'Iran ou quelque chose comme ça. Donc, à la place de l'Iran, je ne prendrais pas ce risque. Pas si je pouvais faire autrement avec des moyens qui causent moins de dégâts. Désolé, je vais juste glisser une dernière question. D'après vous, qu'est-ce qu'Israël va faire maintenant? Parce que la situation est vraiment compliquée. Et quand on entend des Israéliens dire que ça pourrait devenir une menace existentielle, franchement, ce n'est pas si exagéré. Le pays est traversé par de fortes divisions politiques, il perd des alliés importants et il provoque certaines grandes puissances. J'ai vu dans le Financial Times aujourd'hui, même le Financial Times écrivait que Netanyahou
après 30 ans, a essayé d'obtenir une guerre avec l'Iran, a tout misé là-dessus et a perdu. Et je trouve que ça résume bien la situation. Alors, qu'est-ce qu'Israël peut faire maintenant? Je pense que tu as raison. J'ai regardé ce nouveau sondage du centre de recherche mené auprès d'adultes dans 36 pays. Je ne l'ai pas lu en entier, mais j'en ai lu assez pour me dire qu'il pourrait bien être juste. 67% des personnes estiment pour la première fois dans ce type d'enquête qu'Israël a tort. Tort dans à peu près tout ce qu'il fait. Et je pense que ça reflète probablement, si c'est exact, une vraie évolution. 36 pays, 2/3 des gens, c'est un vrai changement à mon avis. Je ne sais pas si ça avance assez vite aux États-Unis pour que ça ait un impact réel sur la relation. Ce ne sera pas assez rapide pour changer quoi que ce soit d'ici 2024 ou son équivalent au Sénat. Mais je ne sais pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est notre propre situation intérieure et ce que Trump va faire. Si en fait les élections de mi-mandat se révèlent être un désastre pour lui et pour le Parti républicain, et je le dis avec regret, je me demande bien ce que la direction législative va faire. Parce que je ne crois pas que le comportement de Trump, ni son côté plus autoritaire, soit étranger à Thune et à Johnson non plus, les deux dirigeants. Vraiment pas. Le sénateur Thune peut-être un peu moins que Johnson, parce que Johnson est persuadé que l'Armageddon approche et que l'enlèvement va avoir lieu. Ça influence profondément sa vision du monde, à mon avis. Mais je ne vois pas beaucoup d'opposition à ce que fait Trump. En réalité, je vois plutôt une sorte d'adhésion joyeuse, en coulisses, chez mes anciens collègues républicains. Et ça, pour moi, c'est aussi inquiétant que Trump lui-même. Donc, la situation intérieure du pays, en ce moment, c'est pile ou face. Eh bien, merci d'avoir partagé vos réflexions. On va s'arrêter là. Merci encore et passez une excellente journée. Merci de m'avoir accueilli au cœur de l'Europe. Prends soin de toi.